Bonjour à tous et bienvenue dans ces causeries de la pédagogie consacrées à l'EAD, l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des pédagogies actives appliquées à l'enseignement à distance avec Jean-Marc Viret, enseignant-chercheur passionné et expert de ces questions. Restez avec nous. Et bienvenue donc dans ces causeries de la pédagogie consacrées à l'enseignement à distance, aux pédagogies actives et au téléenseignement. Nous retrouvons et nous sommes heureux de retrouver Jean-Marc Viret. Bonjour Jean-Marc Viret. Bonjour. Alors nous abordons la deuxième partie de cette causerie, divisée en deux parties de 30 minutes, très riche. La première partie a permis de planter le décor d'un point de vue des sciences cognitives, de la motivation, de la nécessité de générer des activités scénarisées, donc de procéder à une réflexion approfondie sur les questions pédagogiques pour l'enseignement à distance et la nature des activités. Nous allons aujourd'hui nous y intéresser dans ces pédagogies actives. Mais les pédagogies actives en téléenseignement, est-ce possible ? Alors, je vous avoue que cette question, je me la suis posée au moment de me lancer dans l'enseignement à distance, hein. Je vous ai raconté, je m'étais lancé dans la classe inversée, on va dire présentielle, hein, où le numérique était utilisé pour faire travailler les tâches cognitives simples à la maison, et puis travail en équipe en présence des étudiants. Mais là, alors, il fallait changer, si vous voulez, mon scénario et un peu les rapports au rôle et au savoir que je demandais aux étudiants. Donc, je me suis lancé là-dedans et j'ai testé plein d'activités, d'actions, on va dire, pour permettre aux étudiants complètement à distance de travailler de façon un peu active. Et c'est là où, dans cette causerie, je vais essayer de vous présenter un peu toutes ces différentes activités que j'ai utilisées en vous dressant le panorama, on va dire, des avantages et des inconvénients. Je vous parlerai même d'activités qui n'ont pas marché et je vous expliquerai pourquoi, pour que ça puisse vous servir au moment de vous lancer là-dedans. Donc, j'aborde aussi cela avec un prisme, hein, qui est quels sont les manques et les changements qu'il faut mettre en enseignement à distance par rapport au présentiel. Donc, la première chose, c'est les interactions régulières avec l'enseignant. Hein, quand on voit les étudiants toutes les semaines, c'est assez pratique d'avoir des interactions régulières. Alors que quand on est en distance, comment on peut faire? Donc, vous verrez, je vais vous parler de programmes de travail réguliers, de contrôle continu, de mise en place de visioconférences, de comment écrire les consignes. Finalement, on utilise les forums, hein. Moodle nous propose des forums, mais le forum classique ne fonctionne pas. Donc, je vous parlerai de forum interactif, comment j'ai réussi à motiver les étudiants à participer au forum. Et vous verrez, ça marche et des fois, ça marche pas. Et puis, je terminerai par une idée très intéressante qui, pour moi, est aujourd'hui l'activité que je trouve est la plus efficace, activité de fin de séquence d'apprentissage, c'est le devoir avec analyse des erreurs. Donc là, on est sur la régulation, l'accompagnement, tout ça pour quel est le travail à faire, quels sont les efforts à faire et comment susciter la réflexivité. Après, il y a l'aspect rétroaction. Comment on a vu que c'était crucial, les rétroactions. Donc là, je vais vous parler de deux activités où on peut avoir des rétroactions immédiates, hein. J'insisterai que sur deux. Donc les vidéos actives, les vidéos interactives de type H5P, vraiment un outil très puissant et je pense plein d'avenir pour les jeunes générations. Et puis le test formatif, bien sûr, comment configurer un test pour qu'il soit formatif et finalement suscite l'intérêt, l'envie des apprenants. Ensuite, on va parler de progression individualisée. Donc, je vous parlerai très rapidement de l'activité leçon et qui permet des bifurcations. Et finalement, ce sur quoi je suis plutôt aujourd'hui, qui sont les dispositifs de remédiation, hein, qui permettent cette progression individualisée. Ensuite, comment susciter les interactions entre étudiants? Hein, vous avez vu, l'apprentissage par les pairs est une des méthodes les plus efficaces pour engager les étudiants parce qu'on joue sur l'aspect rapports sociaux et aussi pour la consolidation. Parce que quand on trouve par soi-même les solutions aux problématiques, eh ben, elles sont beaucoup plus gardées à long terme dans notre cerveau.
Donc, comment faire des interactions entre étudiants? Donc, je vais vous parler de travail en équipe, hein, comment organiser des équipes. Mais il y a aussi l'aspect organiser une réunion. Ça, c'est des choses qu'on oublie complètement, mais c'est crucial pour les étudiants. Sinon, ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont jamais eu de réunion, hein, avant ce genre de choses. Je vous parlerai du forum interactif, hein, sur l'apprentissage par les pairs. On est complètement là-dedans. Je vous parlerai rapidement de l'atelier et de ma déception que j'ai eue avec cet outil qui semble très puissant, très intéressant, mais qui a des problèmes de mise en œuvre. Voilà. Voilà. Alors Jean-Marc Viret, merci. Alors nous allons profiter de votre expérience parce que l'ensemble de ces présentations, puisque vous allez nous présenter des activités, sont issus de votre expérience, d'actions qui ont été menées, de dispositifs que vous avez mis en œuvre et qui vous ont permis non seulement de les mettre en rapport avec les éléments que vous avez analysés au travers des études théoriques, on va dire des sciences cognitives par exemple, mais également vos propres résultats issus de vos expériences. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces dispositifs et qu'est-ce que ça vous a fourni comme information? Alors là, je vais très rapidement, hein, vous avez vu, je vais vous parler beaucoup de choses. Donc, je veux simplement vous dire que je ne fais pas tout dans tous mes cours, hein. Donc, moi, j'ai fait de l'enseignement à distance en première année dans une UE particulièrement difficile qui s'appelle la mécanique du point, la physique newtonienne, qui est une UE, on va dire, noire de première année que les étudiants redoutent. Et c'est comme ça que je me suis lancé en classe inversée. Et finalement, je me suis dit, ben, pareil, je vais m'attaquer au plus dur de la première année où on a une forte hétérogénéité, beaucoup d'abandon de la part des étudiants, un taux de réussite très très faible. Donc voilà, beaucoup de choses là-dessus. Et c'est clair, j'ai été un des premiers à mettre en place du contrôle continu dans l'enseignement à distance. Et ce qu'on peut dire sur cette UE particulièrement difficile, c'est que ceux qui réussissent l'UE, ils ont participé au contrôle continu. Mais malheureusement, ce n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui font le contrôle continu et qui n'y arrivent pas. Par contre, les étudiants qui ne respectent pas mes consignes et tout ce que j'ai mis en œuvre, eh ben, se plantent lamentablement. Après, j'ai aussi fait de l'enseignement à distance en master. Donc là, c'était en physique subatomique, hein, donc physique nucléaire, physique des particules, relativité. Donc, il faut comprendre qu'on a des étudiants qui sont normalement plus motivés, plus prêts à s'engager, plus matures, plus d'autonomie. Donc là, bien sûr, les résultats sont intéressants et il y a des choses qui fonctionnent. Et à nouveau, il y a du contrôle continu et ceux qui jouent le contrôle continu, en général, valident l'UE. Et enfin, j'ai aussi fait beaucoup d'enseignement à distance. Ça, c'est la dernière création que j'ai fait. C'est pour former des tuteurs, hein, comme je suis dans l'apprentissage par les pairs, dans le présentiel, j'ai besoin de tuteurs. Et même à distance, j'ai des tuteurs. Et il faut les former. Et comme je fais des pédagogies actives, il faut les former aux pédagogies actives. Donc, j'ai créé un module hybride là-dessus avec beaucoup d'activités différentes. Et justement, comme tout module hybride, on peut le jouer de façon différente. Donc, j'ai des fonctionnements en 50% synchrone, 50% asynchrone, avec un fort suivi de l'équipe pédagogique. Et puis, j'ai d'autres modalités où finalement, on est totalement à distance, où il n'y a quasiment pas de suivi de la part des enseignants, de la part des enseignants. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de parler d'un module de formation où j'ai des milliers d'apprenants derrière. On est comme dans un MOOC. Donc voilà, moi, il faut que j'arrive à vivre. Donc, c'est sans suivi. Donc, c'est pour vous dire que j'ai testé plein de choses différentes. Et maintenant, je vais vous exposer les résultats de chacune de ces activités. Alors, quel est le bilan de ces actions mises en œuvre pour faire réussir les étudiants? Alors, j'ai commencé déjà par le cadre, l'encadrement, hein. C'est hyper important en enseignement à distance de donner un cadre très précis. Il faut qu'il y ait un programme de travail. Moi, je donne un programme de travail euh, qui peut être hebdomadaire, mais j'ai préféré le décomposer en séquences d'apprentissage. Et comme ça, hein, parce qu'on a des publics très diversifiés en enseignement à distance avec des personnes qui travaillent, des sportifs de haut niveau, des artistes, et puis des jeunes maintenant de plus en plus qui ne voient pas l'intérêt du cours, ne voient pas l'intérêt du présentiel et sont très contents de travailler à la maison, comme ça ils travaillent quand ils veulent.
Donc on a voilà ce public très riche et le cadre est fondamental. Si vous posez simplement un PDF et faites un examen, ben vous allez avoir, comme dans tout MOOC, moins de 2% ou 3% de réussite, hein. Moi, je sais que je donne le programme de travail régulier. Donc, j'ai deux façons de faire. J'ai le PDF avec vraiment une estimation. Voilà, cette séquence-là, vous en allez avoir pour 6 heures d'apprentissage. Je vous conseille de les composer en 3 séances de 2 heures. Vous allez travailler telle partie du cours, telle activité numérique, et je donne le programme, hein, la progressivité. C'est apprécié par les étudiants, mais maintenant, il y en a quand même trop peu qui le suivent, hein. C'est là où on manque d'interaction régulière pour les titiller, hein, pour les mettre un peu des coups de pied aux fesses à des moments, pour les inciter à travailler régulièrement. Mais ça, c'est vraiment un problème inhérent. Après, il y a un autre outil qui est intéressant qui s'appelle la checklist. Hein, vous avez dans Moodle la barre de progression dans chaque section des activités, mais malheureusement, quand vous donnez des activités obligatoires et des activités facultatives, eh ben, ces barres de progression sont perturbées et donc les étudiants ont l'impression de pas avoir tout fait. Ben oui, ils ont fait que l'obligatoire et pas le facultatif. Donc il y a l'outil checklist de Moodle, hein, c'est un plugin spécifique là-dessus qui est vraiment apprécié des étudiants parce que ça les pousse à avoir une volonté de complétude. Alors bien sûr, là, ça dépend de la maturité des étudiants. Donc quand on est en master ou quand on est dans des filières sélectives, ils veulent absolument bien réussir et tout faire. Donc là, la checklist est cruciale pour eux. Par contre, des étudiants de L1 qui veulent minimiser, la checklist est moins utilisée. Le souci, c'est qu'il y a toujours des bugs selon comment l'activité est réalisée. Par exemple, il faut que dans la checklist, vous mettiez vos activités et il faut qu'ils aillent dans l'activité par la page principale de Moodle. Mais la checklist permet aussi d'aller dans l'activité. Et donc, s'ils utilisent la checklist comme moyen d'accès à l'activité, eh ben, l'activité n'est pas marquée comme étant faite. Donc, vous voyez, la checklist ne Hmm. permet pas de marquer les choses quand on utilise la checklist pour y aller. Ça semble un peu paradoxal, mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des petits bugs, mais c'est dommage, c'est à creuser parce que les étudiants, ils apprécient. Ensuite, moi, je donne tout un tas de consignes écrites directement sur mon cours numérique, hein, sur le web. Tout ça, c'est pour limiter la subjectivité. Donc vraiment, pour chaque activité d'apprentissage, il y a des consignes. Voilà ce que vous allez travailler, les savoirs, les savoir-faire. Si vous avez des difficultés, regardez à tel endroit du cours, c'est là que c'est discuté. Euh, donc, vraiment important de limiter notre subjectivité d'enseignant. Mais à nouveau, dès qu'on dépasse un demi-paragraphe, hein, une demi-page de texte, ils ont du mal à lire, hein. Donc, il faut trouver le bon compromis entre donner de l'information pertinente, mais pas être trop exhaustif parce que sinon ils lisent plus. Alors ensuite, sur les visio web discussions, hein, donc moi je ne donne pas de conférence, je ne fais pas le cours, il n'y a plus de cours, le cours il est en vidéo ou en PDF avec des tâches à réaliser dessus. Par contre, je fais tous les mois une visio avec mes étudiants pour répondre à leurs questions. Donc, c'est des interactions synchrones, mais malheureusement, avec le temps, plus les années passent, moins j'ai d'étudiants qui viennent à ces visios. Pourquoi? Parce qu'en général, ils sont trop en retard. Ils se mettent au travail en dernier. Et j'ai pas encore trouvé aujourd'hui d'astuce pour augmenter cette visio sans passer par une notation. Il faut que vous soyez là, sinon je vous enlève des points. Hein, j'essaye de trouver une carotte plutôt qu'un bâton. Mhm. Ensuite, le forum simple de Moodle, hein, c'est pour permettre les interactions asynchrones. C'est simple, ça n'est pas utilisé par les étudiants. Les étudiants vont utiliser des forums entre eux, mais où l'enseignant n'est pas invité, hein. J'utilise un compte Instagram ou des choses comme ça. Donc moi, j'ai mis en place un forum, donc question d'organisation, qui est utilisé en début d'année, parce que comme j'ai un contrôle continu, c'est un peu riche, il faut leur expliquer comment ça va fonctionner. Donc ça, c'est le cadre, hein, des choses que j'utilise. Ensuite, si on va sur l'exposition des savoirs, donc premier cas, il y a 3 types, hein, j'utilise 3 types d'exposition de savoir. Donc le PDF, l'avantage c'est que c'est facile, on a l'habitude, on sait faire. L'inconvénient, c'est est-ce que les étudiants ils lisent ils étudient, ou ils étudient.
Et souvent, on est trop exhaustif quand on écrit un cours, donc c'est indigeste. Donc ça manque de granularité. Donc il faut savoir que le PDF, c'est facile pour nous, c'est compliqué pour les étudiants. Donc c'est pas le top. Il faut le D'accord. décomposer en petits morceaux. Une première possibilité, c'est le web interactif, par exemple avec le logiciel Scenario Chain, qui vous permet de faire ça. C'est que finalement, l'étudiant, pour passer de chaque section, hein, si je prends le format livre, hein, on a des chapitres qui sont décomposés en sections, qui sont décomposés en sous-sections, où finalement on a notre progressivité didactique qui a été mise en œuvre, hein, vraiment l'idée d'enchaînement des savoirs, des savoir-faire dans un souci de progressivité. Eh ben, on peut faire ça avec du scénario et ça permet finalement à l'étudiant de devoir cliquer pour passer d'une étape à une autre. Alors que quand il est en mode lecture sur un fichier PDF, eh ben, il lit, mais en fait son cerveau n'est plus branché, hein. Alors que là, il est obligé d'avoir une activité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas noter. Donc finalement, on ne peut pas contrôler ce que fait l'étudiant là-dessus. Et c'est pareil pour le PDF, hein. On ne peut pas savoir s'il le lit vraiment. Bien sûr, je vais vous parler du test formatif qui permet de contrôler le travail, hein, les prérequis avant la séance de travail. Euh, Donc aujourd'hui, Petite question, aujourd'hui, Jean-Marc Viret, là, oui, vas-y. parce que vous expliquez ou vous insistez sur cette question de la granularité. Est-ce qu'il y a une granularité optimum? En fait, on pourrait avoir une granularité optimum. Moi, ce que j'utilise, c'est qu'il faut un contenu cohérent et finalement qu'on puisse poser quelques questions à la fin du grain. Idéalement, par exemple, dans les vidéos interactives H5P, on peut faire ça, c'est-à-dire j'expose un savoir-faire et j'interromps mon discours de transmetteur de savoir par une question pour voir si ce que je viens de transmettre a été compris. Et finalement, ça favorise la mémorisation, hein. Le questionnement est un très bon outil pour consolider. Donc finalement, on transmet un savoir, et tout de suite, on pose une question sur le savoir. Cette question, c'est peut-être ressortir la définition, mais ça peut être aussi appliquer la définition très simplement. Allez, si je prends un exemple de sciences fondamentales, hein, donc en physique, moi, je viens de donner une formule. Alors, j'ai beau avoir, par exemple, dans le cours, je vais démontrer la formule, mais si la formule n'est pas exigible à l'examen, je vais leur dire, la démonstration, c'est pour vous montrer. Voilà les choses, parce qu'on en aura besoin peut-être plus tard dans une autre séquence d'apprentissage. Mais vous n'avez pas à l'apprendre. Par contre, la formule, vous devez être capable de l'appliquer. Et hop, je fais une petite application, un petit exercice où il faut qu'ils appliquent la formule. Donc, D'accord, finalement, le grain, le grain le plus petit, c'est celui sur lequel on peut poser des questions après. d'accord. Et c'est ce que vous mettez en œuvre sur les vidéos interactives. Et donc, les vidéos interactives permettent de faire ça. C'est que justement, on interrompt le discours, on pose la question et on peut mettre du feedback tout de suite. Et puis, avec H5P, ben, s'il a pas compris la définition, on peut faire un retour en arrière et lui dire, ah bon, t'as pas compris la définition? Eh ben regarde, elle était donnée là, 1 minute avant que je te pose la question. Et puis, si c'est juste, eh ben, hop, la vidéo continue. Donc, on peut interrompre. Alors, on peut poser des questions. Alors, il y a plein de questions de types différents, hein. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais il y a des textes à trous, il y a des appariements, il y a des QCM. Donc, on peut faire des choses assez riches. Et puis, on peut envoyer sur des sites web. Si, par exemple, là, vous faites une sorte de question diagnostic, vous voyez que l'étudiant, il n'a pas les bases. Eh ben, les prérequis, hein, vous lui dites, oula, il y a un souci, allez, va sur tel site, étudier telle chose. Donc, c'est vachement interactif et c'est très apprécié par les étudiants. Clairement plus que les deux autres méthodes d'exposition que je vous ai présentées, c'est-à-dire que ce soit du web interactif ou du PDF, ils préfèrent de la vidéo interactive. Par contre, il faut savoir que la vidéo tout court, c'est quasiment comme du PDF. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils décrochent, ils ne sont plus attentifs, et finalement, ça sert à rien. Oui, ils vont laisser la vidéo, mais ils pensent à autre chose, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je parle bien de vidéo interactive, où on casse le discours.
Le seul inconvénient, l'inconvénient, si vous voulez, de faire ça, c'est que c'est assez lourd à mettre en œuvre, hein. Une vidéo H5P, vaut mieux vous faire aider par un ingénieur pédagogique si vous avez ça dans votre établissement. Sinon, il y a des tutos, hein. Moi, je me suis formé seul sur le web, Mhm. mais ça prend du temps. Et c'est un peu lourd parce que faut gérer ce qu'on appelle la banque des contenus. Il faut faire très attention quand on va dupliquer un cours, hein, quand on fait des sauvegardes, des restaurations. Faites très très attention à la banque des contenus parce que si votre contenu, la vidéo n'a pas été bien implémentée dans H5P, eh ben, ça va pas marcher l'année d'après, hein, quand vous allez réutiliser votre cours. Donc il y a des bugs potentiels, c'est ça qui est un peu difficile. Et puis ensuite, il faut savoir qu'une vidéo est quelque chose qui n'est pas réutilisé par des collègues, hein. Donc ça veut dire qu'on le fait pour soi. Mais si on a un souci de mutualisation, de réutilisation des ressources qu'on produit, dites-vous que ça va être très peu le cas dès que c'est au format vidéo. Alors, Jean-Marc Verret, donc Oui. vous avez effectivement expliqué la nécessité d'un cadrage et donc avec des retours d'expérience, hein, de vos expérimentations sur les dispositifs, l'exposition des savoirs également avec la nécessité de granularisation. Et maintenant, comment est-ce qu'on va évaluer l'acquisition de ces savoirs? Alors, plusieurs façons, mais moi j'aime bien le test Moodle, hein, qui est l'activité numérique la plus simple à mettre en œuvre. Et finalement, je vais vous parler du test formatif, sachant que le test sommatif, hein, quand on veut vraiment récupérer la note, il y a juste quelques petits paramètres à changer, hein. Donc finalement, moi j'utilise un test dès que j'ai exposé des cours, alors peut-être pas sur un grain pédagogique, mais sur une section, hein, ou sur un chapitre. En tout cas, dès que je finis, moi j'ai des tests entre chaque séance. Pour mes étudiants présentiels, j'ai des tests entre chaque séance. Et donc, ça veut dire que pour mes étudiants distanciels, je vous ai dit que je donnais le calendrier de travail. Comme je leur dis, eh ben là, vous avez 2 heures de travail. Il y a forcément associé à ces 2 heures un travail amont à faire avant, qui est un test formatif sur les ressources de cours pour voir s'ils ont bien compris. Et j'ai aussi des activités leçons ou des activités de remédiation pour permettre le parcours individualisé. Donc, je donne des consignes à l'étudiant. Si tu as plus de 16 au test, c'est bon, tu peux passer à ça. Et si par contre, tu es entre 12 et 16, voilà ce qu'il faut faire. Et si tu as moins de 12, voilà ce qu'il faut que tu fasses, hein. Donc, j'ai des consignes dans mon parcours. Et parfois, je le contrôle par des enchaînements conditionnels, hein, ce qu'on peut faire avec les achèvements d'activités, des activités sous Moodle. Mais le plus simple, c'est le test formatif. Et c'est ça quand je dis qu'il faut associer au cours, à l'exposition des savoirs, une tâche, la plus simple, c'est le test formatif. Donc, bien sûr, vous avez une succession linéaire de questions notées. C'est là où chaque étudiant, quel que soit son niveau, va avoir le même test, hein. C'est là où ça n'est pas adaptatif. Il y a un aspect auto-évaluation via la note, et la note à chaque question, la note finale. Mais vous comprenez que quand c'est sommatif, c'est crucial. Mais quand c'est formatif, finalement, moi je leur dis, la note, j'en ai rien à faire. Par contre, je vois si vous avez fait le test ou pas. Et si vous n'avez pas fait le test, alors là, il y a une sanction et vous avez un zéro. Mais si vous avez fait le test, ce qui m'importe, c'est que vous l'ayez fait, pas la note que vous avez obtenue. Il y a un nombre illimité de tentatives. Mhm. Comme ça, si on veut mettre la note, on leur dit, eh ben, moi, je prends la note la plus haute. D'accord? C'est un moyen d'inciter et ça reste du formatif parce que finalement, ils peuvent le faire 10 fois jusqu'à avoir 20 sur 20. C'est ça. Mhm. Par, par contre, il faut des rétroactions indispensables, hein. Donc, l'avantage, c'est les rétroactions immédiates, on en a déjà parlé. La mise en œuvre, c'est que c'est super facile, hein, de faire un test. Par contre, faut réaliser que souvent, on pense au QCM sur des bas niveaux cognitifs, sur des bas niveaux de Bloom. Sachez que finalement, quand on commence à savoir comment faire des QCM, on peut aller à des hauts niveaux. Moi, je fais des sujets d'examen en QCM pour la révision avant l'examen, hein, qui sera un sujet d'examen classique. On a des corrections automatiques, c'est-à-dire ça me prend du temps à la création, et après, c'est tout bénef. Tout est corrigé, les étudiants y travaillent, et moi, je ne travaille pas. Donc, vraiment utile. Et comme on l'a vu, du point de vue cognitif, de faire poser un questionnement, de poser des questions avec rétroaction après une période d'apprentissage, eh bien, ça permet la consolidation, l'apprentissage à long terme. Les inconvénients, ben, finalement, il n'y en a qu'un, vraiment important, c'est que ça reste un peu du bâton. On n'est pas dans de la carotte. C'est-à-dire que
c'est un test d'évaluation, ils vont le faire, mais c'est peu motivant pour les étudiants. Surtout si le niveau n'est pas adapté. Si c'est trop facile ou trop difficile, ça ne les motive pas vraiment. Et malheureusement, surtout quand on est en première année, hein, on a des groupes hétérogènes. Donc on a des très bons, des moyens et des étudiants en grande difficulté. Donc c'est pour ça que moi je propose aujourd'hui des tests plus courts, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de questions, et finalement des enchaînements de tests, c'est-à-dire commencer par le test moyen, et si les étudiants n'y arrivent pas, ben, vous donnez à ceux qui sont en difficulté un test plus facile à faire et reviennent après au test moyen, une autre tentative. Et pour les étudiants qui réussissent bien, eh ben, vous pouvez finir votre test moyen par 2 ou 3 questions difficiles et ça suffit pour les meilleurs. Si vous avez plus de 18, c'est bon, vous arrêtez là, vous ne faites pas le reste. Voilà, donc j'essaye de rendre vivant et plus adapté mes différents tests formatifs et donc je réduis leur taille. Alors donc, du coup, pour effectivement peut-être clore cette partie test et évaluation de l'acquisition des savoirs, cette notion de rétroaction immédiate, elle est essentielle. La qualité des rétroactions va aussi peut-être amener une dimension ludique, par exemple. Tout à fait. La qualité, il faut vraiment que l'étudiant, à partir du moment où vous levez un blocage chez un étudiant, grâce à la machine, alors là, vous pouvez être sûr qu'il va faire tous les tests, toutes les activités numériques que vous lui donnez, parce qu'il va avoir compris l'intérêt de la machine. Et moi, pour vous donner un exemple, donc là, c'est avec l'activité leçon, c'est un sujet d'examen, je pose une question. Si l'étudiant, en fait, il y a 14 étapes de raisonnement derrière cette question. C'est la question numéro 1 de mon examen. C'est la base de mon UE qui sache capable de faire toutes ces étapes de raisonnement. Mais s'ils n'y arrivent pas, eh ben là, je vais leur donner des indices. Ils n'y arrivent toujours pas, je vais décomposer ces 14 questions. Alors, je commence par une série de 10 questions. Mais s'ils ont des problèmes en trigonométrie, au programme de troisième, ben, il va y avoir 4 questions de plus. Et finalement, moi, je vois des étudiants qui arrivent à comprendre des notions compliquées comme la notion de dérivée, d'intégrale, et comme il y a des recettes de cuisine pour calculer ces dérivés, ces primitives, ils savent le faire, mais ils ont des erreurs sur des équations du premier degré ou sur l'addition de fractions, c'est-à-dire sur des lacunes de secondes. Eh bien, quand on va décomposer les étapes, d'un coup, ils vont mettre le doigt sur l'endroit où ils se sont trompés et ça leur permet de mieux comprendre, de savoir là où ils doivent travailler. Et du coup, là, du point de vue intellectuel, ils se sont dit, ah oui, la machine m'a apporté quelque chose. Donc, ces exercices sur la machine sont utiles. Alors maintenant, je les fais. Alors, Jean-Marc Viret, du coup, ça nous renvoie à la question de l'individualisation des parcours. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, je vais vous parler de ça. Donc moi, je vous parlais de l'activité leçon. Donc vraiment, on peut faire des bifurcations en fonction à chaque réponse donnée par l'étudiant, on peut faire une bifurcation différente. Donc c'est très puissant. On a le nombre de tentatives illimité. À nouveau, hein, il faut faire des rétroactions, sinon on perd ce pilier essentiel. Mais je ne vais pas vous cacher, c'est que c'est chronophage. Parce que c'est à nous de penser à toute l'arborescence des questions. Mais par contre, là, on est vraiment dans une activité carotte. C'est-à-dire que les étudiants, ils voient tout l'intérêt de la machine. Donc, n'hésitez pas à le faire. Par contre, ça prend du temps. Donc, l'autre activité de remédiation, moi, aujourd'hui, je ne développe plus d'activité leçon. Je n'ai plus assez de temps pour ça. Et donc, j'utilise plutôt des enseignements conditionnels de test. Et pour ça, je vais vous présenter aujourd'hui un des produits phares d'Uniciel qui permet de diagnostiquer les prérequis mathématiques qu'on attend à l'entrée à l'université dans les études scientifiques et qui est aussi un outil d'apprentissage, hein. C'est un outil de diagnostic et un outil de remédiation. Donc, voilà, pour vous donner une idée, là, vous avez le schéma représentatif de cet outil. Donc, vous avez tout le programme du lycée en maths, y compris de la spécialité de mathématiques. Et on commence à partir du programme de troisième, hein. Donc, on est sur la fin du collège. Et donc, vous voyez, si je prends la première case, donc calcul algébrique, l'étudiant, il commence par un test diagnostic. S'il a plus d'un certain seuil, 10 sur 20, 14 sur 20, 18 sur 20, c'est vous qui fixez le seuil, il est au-dessus, ça veut dire qu'il maîtrise tous les prérequis associés au calcul algébrique. Il peut passer au thème suivant, qui est équation-inéquation.
Et donc, vous voyez qu'un bon étudiant va avoir une progression, il fait que les tests diagnostiques, il a des bonnes notes, eh bien, il enchaîne les tests diagnostiques, il a une progression horizontale sur cet écran, hein, il fait que la ligne du haut, et il sort du dispositif en disant, c'est bon, tu as montré que tu avais la maîtrise de tous les prérequis. Alors qu'un étudiant en grande difficulté, il va être en dessous du seuil, et à ce moment-là s'ouvrent les sections qu'il devrait maîtriser, où dans chaque thème, vous avez des ressources pour apprendre, des ressources pour s'entraîner et des ressources pour s'évaluer. Et donc, on a vraiment de l'apprentissage, et à la fin d'un thème, une fois qu'il a validé, par exemple, les 4 sous-thèmes de calcul algébrique qui sont fractions, puissance, calcul littéral et proportionnalité, il va avoir à nouveau un test. Donc là, c'est le test de fin de thème pour voir si son travail a payé et s'il a augmenté sa note par rapport au test diagnostic. Si c'est le cas, il peut passer au thème d'après. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'a pas assez travaillé, il faut qu'il continue. Donc voilà, vous avez ce genre d'outils et que moi j'utilise avec des tuteurs. Hein, je suis dans l'apprentissage par les pairs, de l'autodiagnostic et de la différenciation. Alors, c'est vrai que ce sujet de l'apprentissage par les pairs revient aussi dans les méthodes pédagogiques déployées comme étant un élément qualitatif qui améliore effectivement le niveau qualitatif et de motivation également. Cet apprentissage par les pairs, qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qu'il va favoriser vraiment dans ces dispositifs? Euh, alors, ces dispositifs, si vous voulez, là, on rentre dans l'apprentissage par les pairs, il faut réussir à établir le dialogue entre les apprenants et l'enseignant, mais entre les étudiants eux-mêmes. Donc, le forum semble être une bonne idée, mais moi j'ai vu qu'il fallait rajouter un peu de carotte, et c'est ce que je vais appeler le forum interactif. Donc déjà, la carotte, c'est que si vous jouez la question du forum, vous aurez 5 points de plus sur votre note de contrôle continu. Hein, vous montrez votre engagement, votre intérêt. Donc, on est vraiment dans de l'asynchrone. Donc, les consignes hein, que je dis, c'est faut que la question soit pertinente. Donc, moi, enseignant, je m'engage à, dans les 2 jours où une question est posée sur le forum, à valider la question. Pourquoi? Parce qu'une question non pertinente, c'est quelqu'un qui n'a pas lu le cours et qui pose une question de définition. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il n'a même pas lu le cours. Alors là, je dis, bon, la définition, elle est donnée à un tel endroit, elle est en gras, encadrée. Franchement, lisez votre cours. C'est pas pertinent. Mais la plupart des questions sont pertinentes. Et je la catégorise. Et finalement, j'ouvre aussi la porte pour lancer les discussions. Parce que j'explique pourquoi c'est pertinent. Et là, j'attends d'un étudiant qui a plus de bouteilles, plus d'aisance, qui réponde. Et forcément, ça ouvre la discussion. Il y a des étudiants qui vont pas être d'accord avec la formulation ou avec le fond. Et donc, on a de l'échange qui se passe. Et à partir du moment où les échanges s'arrêtent, au bout d'une semaine sans interaction, c'est moi qui reprends la main et qui va expliquer, hein, reprendre le fil de discussion et faire une synthèse de ce qui a été dit. Alors au début, j'ai fait ça de façon écrite. Ça me prenait une demi-journée de répondre. Et il faut surtout pas faire ça. Et donc l'astuce que je vous donne pour faire la rétroaction au fil de discussion, c'est de faire une vidéo. Pourquoi? Parce que dans les échanges des étudiants, il y a toujours du bon et il y a toujours du mauvais. Et de répondre de façon rationnelle, écrite à ça, c'est une horreur. Alors moi, je le fais de façon vidéo, en reprenant chaque message dans la chronologie temporelle, et je fais mes commentaires sur chaque message. Et en général, on fait ça en 5 minutes. J'ai jamais eu de vidéo qui faisait plus de 10 minutes. Donc du coup, et quand vous faites ça, la rétroaction sous format vidéo va les intéresser et vous ouvrez des portes. Et là, c'est gagné. Le plus dur pour que ça marche, c'est qu'il y ait la première question. Il faut qu'il y ait la première question un peu naïve qui soit posée et qu'il y ait un bon étudiant qui y réponde. Et une fois que l'amorce a eu lieu, en général, ça fonctionne. Alors, autre type d'interaction, donc dont je ne vais pas parler de ça. Euh, donc, le travail en équipe. Moi, j'ai utilisé l'active Moodle choix de groupe pour essayer de mettre en œuvre du travail en équipe.
Alors, il était imposé avant 2022 et maintenant, je l'ai mis simplement en facultatif, mais en montrant que tous ceux qui travaillent en équipe ont plus de chances de réussite. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez lourd à mettre en œuvre et que souvent les étudiants ne perçoivent pas l'intérêt du travail en équipe. Les bons vont trouver que c'est du temps perdu et les moyens, avec des inconnus, ils n'osent pas poser leurs questions. C'est-à-dire il y a le même blocage que devant un prof. Devant un bon étudiant qui comprend mieux qu'eux, ils ont ce blocage de la honte de ne pas savoir. Donc, il faut vraiment insister sur l'intérêt du travail en équipe, insister sur les vertus de l'erreur, que c'est normal de commettre des erreurs, et il faut réussir à les organiser. Leur dire, ben, vous allez devoir vous réunir pour discuter entre vous. Eh ben, il faut qu'il y ait un animateur, il faut préparer la séance. Hein, finalement, moi j'ai récupéré une vidéo d'étudiants de Nanterre qui étaient en sciences de la communication qui expliquaient comment organiser une réunion. Eh bien, ce genre de choses qu'on ne va pas faire avec nos étudiants présentiels est crucial pour les étudiants en distanciel. Et mettre une activité brise-glace pour que d'un coup, ils discutent entre eux et qu'ils rigolent entre eux, ils établissent un lien social, un lien empathique, eh bien, ça y est, l'équipe, elle va marcher. Donc, c'est là où il y a beaucoup de cadres à mettre en place pour que ça fonctionne. Après, il y a des difficultés techniques. Je vous ai dit, c'est du public empêché en enseignement à distance. Donc, moi, je constitue les équipes par créneau horaire. D'ailleurs, je ne leur demande pas, ils vont s'inscrire, mais j'ai des équipes week-end, j'ai des équipes lundi journée, j'ai des équipes lundi soir. Voilà, Oui, hein, oui, c'est-à-dire et que les étudiants se mettent dans les équipes et voilà, on donc construit les choses comme ça. les publics empêchés, hein, c'est vrai que vous l'avez précisé, mais ce sont des publics qui peuvent avoir des activités variées. Vous parliez des sportifs de haut niveau, des artistes, des personnes incarcérées, par exemple, ou des personnes en formation tout au long de la vie aussi, hein, qui sont engagées dans la vie active. Bref, personnes bien sûr porteuses de handicap. Donc ça, donc vous prenez, donc vous individualisez des parcours, y compris au niveau de groupe. C'est une individualisation de groupe, si on peut dire, avec des groupes qui vont pouvoir se raccrocher ou se rattacher à des moments. Donc c'est pas forcément affinitaire, c'est plutôt par souci organisationnel. Voilà, par souci organisationnel. Et après, je fais de la régulation de groupe pour savoir si ça se passe bien, en disant, parce que voilà, si y a personne qui arrive à aider les autres, c'est qu'il y a un souci. Mais utilisez le forum interactif dès que vous êtes bloqué. Hein, et il y a beaucoup de choses à dire sur le travail en équipe. Je pourrais vous faire une causerie sur le travail en équipe, hein. Mais c'est hyper important. Ça développe plein de compétences organisationnelles, relationnelles, humaines communicationnel, hein, mais il faut les aider. Il Surtout faut. en première année, ils savent pas faire. Mais je vois bien qu'en master, on a un master à distance, on a des étudiants qui ont finalement ont été très individuels dans tout leur parcours scolaire, quoi. Et du coup, le travail en équipe, ils en ont pas conscience. Alors que nous, professionnels, on sait très bien qu'on fait que travailler en équipe dans le futur. Et c'est un des gros problèmes que je comprends pas à l'université, c'est pourquoi on ne fait pas plus de travail collaboratif, vu que le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça, le monde de l'entreprise, le monde de l'activité professionnelle fonctionne comme ça, c'est du travail collaboratif. Il faut acquérir ces compétences. Donc l'enseignement à distance, c'est un bon moyen aussi d'acquérir ces compétences. Jean-Marc Viret. Alors du coup, nous avons vu l'importance du travail en équipe, l'importance du travail, l'évaluation par les pairs. Le temps passe, hein, les causeries, c'est effectivement un format qui est un peu contraint. Et il y a tellement à dire sur l'ensemble de ces sujets. Mais si on revient à la question, par exemple, vous avez peut-être des formats qui fonctionnent moins bien ou abandonnés, des formats d'activités, d'ateliers, par exemple. Est-ce qu'il y a des formats qui sont plus ou moins adaptés, enfin, efficaces? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez évoquer au travers de votre expérience? Alors, moi, j'avoue que j'aime l'apprentissage par les pairs, le travail en équipe, le tutorat, où là, c'est des étudiants d'année supérieure qui viennent faire le grand frère avec les étudiants de première année, par exemple. Mais je vais aussi vers l'évaluation par les pairs. Parce que quand vous mettez un étudiant dans le rôle d'évaluer le travail de ses camarades, vous lui donnez une maturité extraordinaire. Le mettre de l'autre côté de la barrière, c'est hyper important parce qu'en fait, un étudiant qui n'a jamais fait d'évaluation a une vision binaire de l'évaluation. Pour lui, c'est juste ou c'est faux. Il y a les points ou il n'y a pas les points.
Et quand d'un coup, il doit évaluer un camarade, en plus un camarade qu'il aime bien, mais qui a fait une prestation médiocre, il va voir pourquoi c'est médiocre. Et il va voir aussi là où il peut l'aider. Et donc non, il va jamais lui mettre zéro, mais il va pas lui mettre non plus tous les points. L'étudiant est beaucoup plus critique que nous. Et des fois même plus dur. Et on dit, ah, mais oh là là, si on était aussi dur que vous, mais personne n'aurait nos yeux. Donc on leur fait réaliser la difficulté de l'évaluation. Et donc l'évaluation par les pairs est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut utiliser des grilles critériées, des grilles d'évaluation critériées pour Mhm. faire ça. Mais à nouveau, c'est un autre débat et je crois qu'il y a eu des causeries sur le sujet. Donc, je ne vais pas enchaîner là-dessus. Mais moi, j'ai commencé avec l'atelier sur Moodle qui permet de faire de l'évaluation par les pairs. Donc, l'outil semble génial. On peut faire plein de choses. Mais je vous avoue, j'ai abandonné parce que c'est beaucoup trop lourd en termes de mise en œuvre. Le vrai problème de l'atelier, c'est les fantômes. C'est les étudiants qui ne jouent pas le jeu. Parce que vous êtes en train de demander, hein, donc moi, c'était un sujet d'examen qui devait faire un devoir maison. C'est-à-dire, j'ai deux partiels qui sont des partiels numériques avec des questions de type QCM ou des questions calculées, hein, ou des textes à trous. J'ai des questions voilà, diversifiées. Mais mon examen ne sera pas comme ça. Parce que mon examen sera un sujet, un problème à résoudre où argumentation et rédaction seront importants. Donc, il faut que je les fasse travailler sur la rédaction et l'argumentation. Donc, je leur demandais de créer un exercice, un sujet, une solution détaillée où justement on va voir la rédaction, l'argumentation, et ceci était évalué par un camarade. Et le problème que j'avais, c'est que les étudiants, pour eux, il fallait rendre le devoir, mais le processus d'évaluation de la copie du camarade, ils ne voyaient pas du tout l'intérêt. Et c'est là où j'avais les fantômes qui déposaient pas de devoir et n'évaluaient pas, et ceux qui faisaient que la moitié du processus. Et du coup, ça veut dire que moi, j'étais obligé de quasiment copier, corriger toutes les copies. Je ne pouvais pas faire de la correction croisée, si vous voulez. Et donc, ça marchait pas. Je me suis fait gronder par les étudiants en disant, ah, mais moi, j'ai fait tout l'effort, j'ai fait proposé un sujet, j'ai corrigé celui d'un camarade, et moi, il n'y a personne qui a corrigé le mien. Ah, votre truc, ça marche pas. Et j'ai arrêté. Si vous n'avez pas de fantôme, si vous avez un public qui est 100% présent, hein, on va dire à distance, mais qui fait toutes les activités, alors pensez à l'atelier. Si vous avez des fantômes, pensez à autre chose. Et moi, je suis passé du coup à un autre outil qui est l'activité devoir sous Moodle. Donc, ça va être un travail individuel, hein, on sort de l'apprentissage par les pairs, tant pis, où finalement, je donne le sujet d'examen de l'année précédente. C'est mon troisième partiel, donc ça compte un tiers de la note de contrôle continu. Et franchement, c'est efficace. Donc l'idée, c'est un devoir avec analyse des erreurs. C'est ça qui est crucial. Donc, ils ont un sujet d'examen, ils doivent répondre. Mais au lieu que ce soit moi qui corrige les copies, hein, ce qui est souvent ce qu'on fait dans l'activité devoir, c'est là, il y a une deuxième étape où je mets à disposition la correction détaillée avec un barème très précis. Et donc, troisième étape, l'étudiant doit faire son autocorrection. Il doit se noter. Mais surtout, dès qu'il s'est trompé, il doit analyser ses erreurs dans la copie et mettre des commentaires, expliquer pourquoi il s'est trompé, qu'est-ce qu'il n'avait pas compris. Est-ce que c'était un savoir, une définition? Est-ce que c'est un savoir-faire, des aspects de mathématiques? Et finalement, moi, je ne corrige que ces évaluations de la part des étudiants. Je peux corriger en diagonale, et ça me permet de gagner 3 à 4 fois plus de temps hein, de copie. Hein. C'est-à-dire une copie qui me prendrait un quart d'heure à corriger, je mets 3 minutes, quoi. 3, 4 minutes à la corriger. Donc c'est plus rapide pour moi. Et finalement, l'analyse des erreurs les oblige à cette étape réflexive. Et je peux vous dire que les étudiants, ils apprécient beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bon outil et je vais m'arrêter là-dessus. Alors, l'activité devoir, donc vous la suggérez, on va dire, notamment par rapport à la question de la motivation, gain en maturité, donc cette capacité à avoir une approche réflexive. Alors, nous avons fait le tour finalement de ces questions des pédagogies actives en téléenseignement. Nous avons pu évoquer l'ensemble des actions, des dispositifs et de l'expérience que vous avez pu accumuler, et donc des conclusions aussi que vous nous proposez
au travers de ces deux causeries. Alors, justement, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'issue de ces deux causeries? Alors, la première chose que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui dans cette causerie, c'est que les outils et les activités numériques sont riches, diversifiés et peuvent être performantes. Par contre, ce n'est pas forcément simple. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il faut avoir un regard critique et bien évaluer ce qu'on a fait à la fin de l'année pour pouvoir apporter des modifications l'année suivante. Hein. Euh, Ensuite, je sors du numérique, je vais parler de pédagogie. La pédagogie, ça évolue énormément. On en parle de plus en plus. Hein, en France, ça fait 10 ans. En Amérique du Nord, ça fait 30 ans. Donc, sortez de votre rôle de transmetteur de savoir et d'évaluateur. S'il vous plaît, ça ne marche plus avec les étudiants. Les étudiants ont changé, il faut s'adapter. C'est difficile, mais je pense que voilà, beaucoup de choses, et il faut en parler sur la pédagogie, ont changé. Ensuite, il y a des changements sociétaux. Les étudiants se transforment et remettent en cause les anciens modèles. C'est normal. Là, le monde évolue et finalement, la pédagogie, la façon d'enseigner évolue et à nous de s'adapter. Et c'est pour ça que l'enseignement traditionnel, la posture habituelle du maître des savoirs évaluateur, pour moi, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et à nouveau, on pourra en parler. Par contre, allez, pour conclure, je dirais, il y a un paradoxe actuel au niveau des étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus sur écran, ils ont de plus en plus envie d'asynchrone. Hein, ils ne regardent plus les chaînes de télévision, ils regardent le programme qu'ils veulent au moment où ils veulent. Donc, les étudiants vont vouloir faire de l'enseignement à distance et de l'asynchrone. Mais par contre, ça reste pour beaucoup des bébés, des enfants qui n'ont pas l'autonomie suffisante pour travailler seuls à distance. Et donc, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, comment transférer tout ce qu'on faisait en présentiel pour les accompagner en enseignement à distance? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si vous n'accompagnez pas les étudiants en enseignement à distance, l'échec est assuré. Alors, effectivement, je pense que ça, c'est une bonne conclusion. Besoin de susciter l'attention, vous le précisez, avoir un accompagnement. Et tout ça, évidemment, ce sont des compétences à développer pour les enseignants. C'est peut-être pas complètement naturel de mettre en œuvre toutes ces pratiques. Il faut se former, il faut regarder justement, comment est-ce que vous procédez de votre côté par rapport à vos collègues, par exemple, si vous êtes sollicité? Comment est-ce que vous fonctionnez pour cette acquisition de compétences pédagogiques? Alors, ben, moi, je suis formateur, hein, donc je forme mes collègues enseignants aux pédagogies actives et à la classe inversée, et donc aux pédagogies numériques, hein, à l'utilisation, à la création d'activités numériques, et finalement à l'hybridation. Hein. Donc, j'agis au sein de mon université là-dessus. J'ai mis en place aussi une formation des tuteurs qui reprend un peu des choses pareilles, parce que si on met les étudiants en position d'enseignants, c'est extrêmement riche pour eux. J'ai envie de vous dire, le tutorat, il y a peut-être presque plus d'avantages pour le tuteur que pour le tutoré. Parce que un tuteur va avoir aussi des difficultés à susciter l'attention et l'engagement des apprenants, hein, des étudiants tutorés. Mais le fait de se mettre dans une position d'enseignant, de travailler en équipe avec le responsable de l'UE, etc., ça lui apprend tellement de choses qu'après, il réussit mieux ses propres études. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'analyse rigoureuse de ça, mais il faudrait que je compare la réussite scolaire de mes tuteurs pour voir si finalement d'avoir été tuteur n'est pas bénéfique. Mais bon, je suis parti un petit peu loin. La chose que j'ai envie de dire, qui pour moi est le changement le plus profond au niveau des nouveaux étudiants qu'on a. Donc là, ça vient de la sociologie, hein, sociologie, anthropologie, des conférences que j'ai entendues là-dessus. La mentalité des étudiants est telle qu'aujourd'hui, ce qui est important, ça n'est plus le but, c'est le chemin. Donc finalement, nous, on faisait des études de physique. Moi, j'ai fait des études de physique pour comprendre la structure de la matière et la structure de l'univers. C'était mon but. Et j'ai pu m'ennuyer dans certaines de mes matières en première année, troisième année. Il y avait des choses qui me rebutaient, mais j'avais un but et j'acceptais de faire ces matières où je voyais pas l'intérêt parce que mon but était lointain.
faut réaliser que pour la plupart des étudiants, c'est terminé. Ce qui va être plus important, c'est comment ils vont apprendre que ceux qui vont apprendre. Donc comprenez que la position de transmetteur de savoir est aujourd'hui inadaptée. La scénarisation pédagogique est plus importante que le savoir lui-même. Je sais que je heurte en disant ça, mais pour la nouvelle génération, c'est vrai. Eh bien, Jean-Marc Viret, merci pour cette conclusion. Merci beaucoup pour ces causeries extrêmement intéressantes, j'imagine, qui susciteront en tous les cas de l'intérêt, et puis qui seront diffusées. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Uniciel, que vous êtes par ailleurs enseignant-chercheur en physique, et que eh bien, vous aviez eu l'occasion de faire aussi cette présentation dans le cadre des journées de la FIED, la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Donc ce sont aussi des éléments de contenu qui sont repris dans ces causeries et qui seront accessibles donc par le site aussi également de l'Université numérique de La Réunion et de la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Voilà, Jean-Marc Viret, merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.